La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Vous le savez, l'école est une question qui revient en boucle dans le cadre de cette émission. La raison est simple, il n'y aurait pas de vie des idées sans éducation, sans culture. J'ajouterais qu'il ne saurait vraiment y avoir de vie civique non plus, surtout dans le monde moderne. Mais on le sait, tous ne s'entendent pas sur la mission de l'école et sur la philosophie qui doit l'inspirer. Laissez-moi vous confier mon sentiment. Depuis quelques décennies déjà, l'école québécoise a été transformée comme un laboratoire pour tester une expérimentation sociale à grande échelle, et dans tout cela, les enfants ont été traités comme des cobayes. On rêvait de la table rase, d'un monde nouveau arraché au monde ancien. Il fallait conséquemment déraciner les élèves, les couper de la continuité historique, qui rend pourtant possible la transmission du patrimoine vivant de l'humanité. Mais certains éducateurs d'exception se sont opposés à ce saccage, et j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui celui qui est peut-être le plus remarquable d'entre eux. Je vous parle évidemment d'Émile Robichaud, qui vient de faire paraître chez Mediapol, succursale ou institution, redonner sens à nos écoles, dans lequel il expose sa vision de l'éducation à la lumière de son engagement éducatif des dernières décennies. C'est un livre d'ailleurs dont j'ai eu le privilège de signer la préface, et c'est pour en parler aujourd'hui que je le reçois. Monsieur Robichaud, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, au cœur de votre livre, on trouve une conviction première, une conviction forte, et qui est celle, on pourrait dire, à tout le moins un constat plutôt, et que l'école, au fil des dernières décennies, aurait connu une forme de dénaturation de sa mission, à tout le moins, elle se serait éloignée de ce que devrait être sa mission fondamentale. Pourriez-vous me décrire, à tout le moins si je vous comprends bien, de quelle manière s'est-elle éloignée de sa mission fondamentale et de quelle manière, en fait, a-t-elle été détournée de ses finalités premières? L'école doit assurer, bien sûr, la transmission d'une civilisation, la transmission d'une culture. Donc, quand on parle de culture, vous savez, j'évoque souvent l'exemple de la terre, de l'humus. Bon, je pense que l'éducation, c'est du domaine de la vie, c'est du domaine de la culture au sens agricole du terme, si vous voulez. Ce n'est pas une mécanique. Alors, ce que l'école a adopté comme philosophie, c'est une philosophie qui est très mécaniste. J'aime bien dire qu'il y a deux conceptions du monde qui s'affrontent actuellement à l'intérieur de l'école et à l'intérieur de la société aussi, bien sûr. Là. Une conception organique du monde qui conçoit la vie en termes de fonctions. Les fonctions sont interactives, elles sont interdépendantes. Si on conçoit plutôt l'école en termes de mécanique, à ce moment-là, ce sont des rouages qui sont superposés, qui sont juxtaposés, mais qui n'ont aucun lien entre eux. Alors, l'exemple de ça, c'est la transmission de la culture. Je pense que ça, c'est essentiel. Est-ce qu'on croit que et c'est Hubert Reeves qui expliquait que la vie est faite de complexification. Je pense que ça, c'est l'essentiel de la façon dont on doit concevoir l'école. Donc, Hubert Reeves donne cet exemple très simple. Dans l'hydrogène et dans l'oxygène, dans aucun des deux éléments, il y a la faculté de dissolution de l'eau. Et si on les met ensemble, donc ça produit de l'eau. Et l'eau a une capacité de dissolution qui n'existe pas dans les parties. Donc, la vie est faite de complexification. L'éducation, c'est la même chose. Je dois transmettre aux enfants tout ce que la culture m'a apporté. De quel droit est-ce que moi, je décide qu'il y a des choses que je ne transmets pas? De quel droit est-ce que je décide que telle chose qui n'a pas de résultat évident n'a pas à être transmise? Alors, c'est un mystérieux... J'aime beaucoup, vous le savez, parler de la mystérieuse alchimie de l'âme humaine. J'aime beaucoup aussi parler du beau livre qui devrait d'ailleurs être un livre de base dans la formation des maîtres, qui s'appelle Le Trésor des savoirs oubliés, dans lequel... De Jacqueline de Romilly. Jacqueline de Romilly dit c'est curieux qu'on accepte qu'il existe une psychiatrie négative, dans ce sens que c'est vrai que des choses négatives qui ont marqué notre vie nous font agir à notre insu souvent, nous ont marqué profondément sans qu'on en soit conscient. Mais elle dit, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas qu'il y a aussi une psychiatrie du positif, si vous voulez, savoir des expériences qu'on a vécues, des textes qu'on a lus, nous marquent, sont enfouis en nous, et ça travaille dans le fond de la nature. Je pense que de plus en plus, vous savez, comment ce livre qui s'appelle La vie des arbres a obtenu un succès mondial. Et dans ce livre, l'auteur nous montre jusqu'à quel point on est en train de découvrir ce monde mystérieux qui entoure les racines des arbres,
comment les arbres vivent parce que il y a des champignons qui font en sorte que les arbres puissent se nourrir en s'appropriant des rochers, en transformant des matières dans le sol. Bon, je pense que l'éducation, c'est un peu ça. Il y a un mystère dans l'éducation. Et il faut accepter que ce mystère, il n'est pas toujours démontrable. Alors, au cœur du ministère de l'Éducation, et non pas du ministère, au cœur du ministère, il y a la transmission de la culture, il y a cette idée que certaines œuvres valent la peine d'être transmises pour elles-mêmes, parce que par ailleurs, elles permettent aussi de réveiller certaines facultés particulièrement élevées, ou du moins d'éclairer l'âme humaine d'une manière tout à fait singulière. Or, ces 50 dernières années, je me permets de dire, et je dis pas ça pour faire le procès de la Révolution tranquille, mais disons qu'il y a un basculement dans notre conception de l'école à partir de ce moment. Dans ces 50 dernières années, on a assisté progressivement à une évacuation de la culture générale. Une évacuation du rapport à la connaissance, pour reprendre, au savoir, au patrimoine vivant de la culture, et on a peu à peu voulu évacuer tout ça comme s'il s'agissait d'un fardeau trop lourd à transmettre aux jeunes générations, comme s'il s'agissait de quelque chose de trop pesant qui finalement écrasait les jeunes générations plutôt que les émanciper. Pourtant, et là c'est très présent dans votre livre, lorsque vous étiez à l'école, lorsque vous avez fondé l'école Louis Riel, lorsque vous avez fondé, non pas la polyvalente Louis Riel, mais l'école Louis Riel, lorsque vous avez fondé cette école, vous résistiez d'une certaine manière à la tendance lourde d'une forme d'éducation désincarnée, d'une forme d'éducation déculturée, d'une forme d'éducation déracinée. Alors j'aimerais vous amener à revenir sur le moment fondateur qui s'appelle la fondation de Louis Riel pour vous, cette école dans l'Est de Montréal, où on présentait comme l'école privée du système public, ou comme le dernier cours classique au sein du système scolaire québécois. Quand vous fondez l'école Louis Riel, qu'est-ce que vous cherchez à fonder? À quoi résistez-vous et que cherchez-vous à préserver? J'avais dans l'école Louis Riel a ouvert ses portes en septembre 1973 et en octobre 1973, donc un article qui avait été publié, qui avait été écrit plusieurs mois auparavant. Donc, un article apparu dans la revue de l'Association canadienne d'éducation de langue française qui s'appelait pour une écologie pédagogique. Ce que j'ai toujours essayé de montrer, c'est que d'abord, l'écologie est pédagogique. C'est-à-dire que l'écologie nous apprend, on vient tout juste d'en parler, la complexité de la vie. Et à ce moment-là, c'est une leçon pour nous. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il fallait aller de cette écologie qui est pédagogique, qui nous apprend comment la vivre. Il faut aller vers une pédagogie qui est écologique, c'est-à-dire une pédagogie qui accepte cette espèce de mystère de transformation à l'intérieur des êtres, des nourritures qu'on apporte. Alors donc, la notion de cumul, parce qu'on s'est mis à faire des programmes qui sont cumulatifs, des programmes, bel exemple de ça, c'est les fameuses compétences. Oui, oui. Et tout ça étant un héritage du constructivisme radical, qui commençait déjà à cette époque à poindre cette idée fondamentale que chaque enfant doit par lui-même décider ce dont il a besoin. Quand vous fondez Louis Riel, donc qui était dans l'Est de Montréal, si je ne me trompe pas, oui. Quand vous fondez Louis Riel, vous devinez, ou à tout le moins vous sentez déjà la tendance idéologique en pédagogie qui va nous conduire aux compétences, à l'école des incarnés, à l'école des cultures d'une certaine manière. Vous sentez déjà c'est dans l'air à ce moment-là? Oui, c'est clair. Ça a commencé tout ça quand on a... Avec mon collègue Gilles Laprade, j'étais à ce moment-là directeur d'une section classique dans l'Est de Montréal. On pourra en reparler tantôt parce que pour moi, c'est une chose fondamentale. Donc, on a écrit un petit bouquin qui s'appelait « Adolescents en détresse ». Déjà, on sentait poindre à ce moment-là cette détresse des adolescents. Et cette suppression des données fondamentales de l'éducation québécoise. Je me souviens très bien à ce moment-là qu'on a reçu, et ça nous a beaucoup émus, Gilles et moi, on a reçu des lettres de directeurs d'écoles techniques, d'écoles de métiers, qui nous disaient on est en train de faire un massacre épouvantable, au fond. Parce qu'on a voulu intégrer tout ça dans une même école. Ben, vous parliez du mot polyvalent tantôt, on pourra y revenir. On a voulu intégrer tout ça dans des mêmes institutions. C'est une espèce de rêve. Mais ce qu'il y avait d'absent de tout ça, c'est cette notion dont on parle depuis tantôt, cette notion de vie intérieure. Oui, je pense que je l'avais C'est la vécu. formule de Bernanos, je crois, qui dit que le monde moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Exactement, c'est ça. Donc, à ce moment-là, quand on décide... Déjà, quand on a fondé l'école Louis Riel,
Vous n'avez pas idée de la bataille qu'il a fallu livrer pour des choses fondamentales. Je vous donne un exemple. Par exemple, on décide de faire de cette école une école sans mur. Donc, vous imaginez, vous êtes au secondaire, des adolescents, et vous avez une aile de l'école où il y a pas de mur. Donc, à ce moment-là, moi, je me bats contre ça. Parce que je me dis, c'est un minimum. Vous savez, l'importance que j'accordais à l'appartenance. Quand on fonde l'école Ouriel, on décide, nous, de tout axer sur la psychoéducation. Donc, d'ailleurs, c'est Gilles Gendreau qui a créé la psychoéducation. C'est Gilles Gendreau qui a travaillé avec nous à la fondation de l'école. Donc, on décide que toute l'école va être basée sur l'appartenance à un groupe. Ce qui allait tout à fait à l'encontre à ce moment-là de la pédagogie qui était à la mode. Parce qu'à ce moment-là, ce qui comptait, c'était que socialiser l'élève, c'était lui faire rencontrer le plus grand nombre de personnes possible. J'ai fait des blagues à l'époque en disant, à ce moment-là, il faut aller chez Eton, qui existait encore à l'époque. C'est là qu'on va socialiser les enfants. Bon. Et donc, le système nous dit non, on est contre les groupes d'appartenance. Il faut que les groupes se dissolvent à toutes les heures, de façon à ce que les enfants rencontrent le plus grand nombre d'élèves possible. La logique de tout ça se concrétise matériellement dans ces écoles sans mur. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on est dans une autre école, parce que l'école Ouriel n'est pas terminée, et un responsable de l'organisation, la commission scolaire, de l'aspect technique, dit aux parents, mais M. Robichaud veut mettre des murs dans ses classes. Ça montre jusqu'à quel point M. Robichaud a une conception fermée de l'éducation. À ce moment-là, j'ai été méchant un peu. J'ai dit à ce monsieur, ben voici, à la commission scolaire, on venait tout juste, dans les années précédentes, d'abolir les bureaux, et on avait fait des espèces de, ce qu'ils appelaient un pool, là, tout le monde travaillait au centre, avec des petits murets en tissu pour les séparer. Et j'ai dit à ce monsieur-là, mais c'est curieux, on a quand même gardé autour de ça des bureaux. Il y a des bureaux avec des portes fermées, et qui donnent accès sur la rue Sherbrooke, qui sont climatisés, etc. Alors j'ai été méchant un peu. J'ai dit à ce monsieur, ben votre bureau, vous, est-ce qu'il est dans le pôle avec tout le monde dans le milieu ou si vous avez un bureau fermé? Alors là, il était très fâché de ça. Il m'a dit, j'ai employé des arguments ad hominem, il a pris ces choses et il est parti. Mais les parents ont compris de quoi il s'agissait. Donc, voyez-vous, à ce moment-là, déjà, il y avait cette idée de briser les groupes, de briser les appartenances. Et cette appartenance, purement sociologique du groupe d'élèves, c'était relié aussi à une appartenance, à une culture, à une civilisation. Donc, il y avait une espèce de volonté d'abolir les murs. Mais ce que vous dites est absolument fondamental, c'est-à-dire, il y a, à travers l'idée, est-ce que l'élève appartient, oui ou non, à un groupe durable à l'école, ou est-ce qu'il est interchangeable, finalement, on peut toujours le rebrasser, toujours l'envoyer dans un nouveau groupe qui va se dissoudre quelques heures ensuite. C'est deux conceptions de l'être humain qui s'affrontent dès ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que l'être humain a besoin d'un groupe dans lequel développer son appartenance et à travers lequel il pourra s'affirmer, ou est-ce que finalement, on doit le traiter comme une monade qui peut s'agréger pour quelques instants à d'autres, mais qui doit ensuite redevenir une monade, donc finalement des appartenances toujours temporaires, fluides et sans consistance. Vous avez parfaitement raison. Donc, vous le soulignez très justement, c'était à ce moment-là, on commençait à percevoir cette conception nouvelle, si on peut l'appeler ainsi, de la société déracinée, société sans culture. Déjà, vous savez, l'opposition qu'on a faite, au collège classique, par exemple, c'était un début du refus de cette appartenance culturelle. Déjà, des visiteurs étrangers qui venaient au Québec étaient étonnés de voir que dans des villages comme Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dans des endroits aussi reculés, on enseignait les lettres classiques. Donc, à ce moment-là, ce refus d'appartenance, ça a été pour nous un lieu de combat extraordinaire. Parce que toute la philosophie de l'école était basée sur le groupe, sur l'appartenance. Et si vous bâtissez ça à l'intérieur du groupe, ça veut dire ceci. Ça veut dire que, par exemple, on décide qu'il va y avoir un professeur titulaire. Donc, il y a un professeur qui est responsable de ces enfants-là. Et vous savez, ce que les vieux pédagogues savent très bien, c'est que les enfants sentent que quelqu'un les défend. Je vous donne un exemple très concret. Si vous avez un professeur titulaire, M. Boccoté, et le titulaire responsable de son groupe 14, si dans la salle des professeurs, il y a quelqu'un qui s'amène, qui dit qu'à un moment donné, l'élève un tel du groupe 14 est intenable, ben à ce moment-là, il y a un autre professeur qui dit, ben écoute, il est peut-être intenable pour toi, mais il est pas intenable pour tous les professeurs. Bon. Donc, les enfants sentent instinctivement qu'il y a quelqu'un qui les défend. Ça, c'est extrêmement important. Mais toute la philosophie de l'école est basée là-dessus. Ça veut dire donc qu'il y avait à l'école un professeur titulaire qu'on avait fait former par les gens de psychoéducation. C'est pas, tout ça, c'est pas de l'à peu près, là. Donc, on avait fait
former ces titulaires-là, pour leur montrer ce que c'était que de prendre un groupe en charge. On avait aussi, dans la logique du système, des élèves qui étaient ce qu'on appelait des RG, des responsables de groupe, donc des élèves élus par leurs collègues, ce qu'on appelait autrefois des présidents de classe, mais on les faisait former encore là par des gens de psychoéducation qui montraient aux élèves ce que c'est qu'être responsable d'un groupe, qui montraient à l'élève élu président que s'il avait été élu président, il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas voté pour lui, mais il était quand même responsable de ces enfants-là. Et toute la philosophie de l'école, ensuite de ça, a été basée sur ce groupe. Par exemple, quand arrivait le moment des notes, des bulletins, il y avait une note qui était donnée aux élèves pour le rapport à leur groupe. Donc, à ce moment-là, il y avait cette appartenance au groupe-là était aussi mise en évidence. Et dans une école, ce qui est important, si on est logique avec soi-même, il faut valoriser des choses. Comment l'école va-t-elle valoriser cette idée d'appartenance, par exemple? Donc, à ce moment-là, on a créé les Grands Prix de Louis Riel. Et ces Grands Prix-là, je reprends la formule, étaient accordés à l'élève qui, par sa personnalité, par le sérieux apporté à ses études et par son apport personnel à la vie de son groupe, de son secteur et de son école, incarne le mieux notre conception d'un élève équilibré. Vous avez remarqué, je dis pas les élèves les meilleurs dans les matières. Ouais. Il y avait des prix pour les meilleurs en français. Mais ce que l'école valorisait, le Grand Prix de Ruelle, est accordé à l'élève, donc, qui a travaillé pour le bien de son groupe, qui a montré de l'intérêt pour la vie de l'école. Donc, à ce moment-là, c'est ces choses-là qu'on valorise. Donc, il y a une question, et je sais l'importance que vous accordez à l'appartenance. Cette appartenance doit se concrétiser. Alors, vous avez évoqué aussi tantôt le fait qu'avant de fonder Louis Riel, vous avez été responsable d'une section classique dans l'Est de Montréal, donc on comprend, dans un milieu populaire. Et il y a cette idée, alors on disait de Louis Riel, l'école que vous avez fondée, qu'elle poursuivait à sa manière l'idéal du cours classique dans le système scolaire québécois. Donc, dans un système qu'il avait répudié, il y avait quelques oasis ici et là où, d'une certaine manière, on cherchait à conserver la meilleure part, à tout le moins, de l'humanisme pédagogique, et c'était le cas à Louis Riel. Alors, deux questions. La première, c'est... on a souvent dit que le cours classique avait été réservé à quelques élites et qu'il s'agissait finalement du privilège de quelques-uns. Est-ce que c'est juste historiquement? Et deuxièmement, est-ce que les classes populaires avaient ou les gens qui n'étaient pas nés spontanés, qui n'avaient pas le privilège de naître dans l'élite, est-ce qu'ils avaient eux aussi à leur manière un désir d'accéder à ces humanités classiques, à cet humanisme pédagogique? Est-ce qu'autrement dit, même, est-ce qu'ils souhaitaient déconstruire le savoir classique ou est-ce qu'ils souhaitaient y avoir accès? Deux choses. La question des classes privilégiées, c'est quand même cocasse historiquement qu'on ait affirmé une chose comme celle-là. Parce que si vous additionnez le nombre d'élèves qu'il y avait dans l'ensemble des collèges classiques du Québec, ici on présume que tous ces enfants-là sont des enfants d'une élite sociale, on aurait eu au Québec une élite tellement riche qu'on devrait être la société la plus florissante au monde, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment. Donc, il y a eu un premier leurre à l'intérieur de ça, de faire croire aux gens que tous les enfants qui fréquentaient les collèges classiques au Québec étaient des enfants de classe privilégiée. Ça, c'est la première erreur. Deuxièmement, on parlait tantôt de la section classique Sainte-Louise de Marillac que j'ai dirigée pendant plusieurs années, qui était une section classique dans Hochelaga-Maisonneuve, dans des conditions matérielles un peu pitoyables, si vous voulez. On était dans, les gens qui connaissent le quartier, dans la cour de la rue Wartel, là, entre Sherbrooke et Hochelaga. Il n'y avait même pas de cours de décoration dans cette école-là, c'était une ancienne usine, mais on a quand même fait un travail remarquable à l'intérieur de cette école, mais pour une raison toute simple. C'est que la seule façon d'en arriver à donner vraiment accès à tout le monde à une école de valeur, c'est pas de laisser agir les facteurs sociaux parce qu'on n'en sortira jamais. Ce qu'on faisait, pour résumer la situation rapidement, on allait dans les écoles du quartier et on disait aux directeurs, aux professeurs de nous indiquer le nom d'enfants qui avaient des aptitudes pour faire des études classiques. Et à ce moment-là, on nous indiquait un certain nombre de noms et à ce moment-là, on envoyait des lettres à ces parents-là, aux parents de ces enfants-là, leur offrant d'inscrire leurs enfants dans une section classique. Une bonne partie d'entre eux refusaient. Et voyez-vous, c'est ça le nœud de la chose. Ils refusaient parce qu'ils connaissaient pas ça.
Alors, moi, je les faisais venir. Je leur demandais pourquoi est-ce que vous avez refusé. On vous offre un cours classique gratuit pour vos enfants. Et là, les parents nous disaient combien de fois j'ai entendu dire, écoutez, M. Bouchot, on est 6 dans un 4,5, il ne pourra jamais étudier, on connaît pas ça, bon. Et je disais aux parents, non, ça, c'est pas un argument. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait à l'intérieur de l'école ce que j'appellerais des mécanismes socio-compensatoires, s'il faut parler un langage sociologique. Donc, il y avait l'étude à l'école. De 7h30 à 8h30 le matin, les professeurs étaient là, sur classe. Il y avait l'étude de 11h à midi, surveillée par un de leurs professeurs, et le soir, il y avait l'étude de 3h à 4h30, je me souviens bien. Donc, les professeurs étaient là. Donc, ça veut dire que les enfants, je disais aux parents, vos enfants, ici, dans cette école de Schlager-Maisonneuve, vont recevoir une attention qu'ils n'auraient même pas dans des collèges UP comme le Brébeuf ou le Collège Notre-Dame ou peu importe. Et je finissais par convaincre les parents. Et à ce moment-là, les enfants, donc, venaient à l'école. À ce moment-là, moi, j'ai beaucoup de plaisir à répéter cette chose-là. Donc, les enfants faisaient chez nous de l'élément latin à la versification, mais après la versification, ils devaient aller faire leur belles lettres dans un collège. Et je voyais défiler, moi, dans la cour de Rouertel, dans cette école de Schlager-Maisonneuve, des représentants du Collège Sainte-Marie, du Collège Sainte-Croix, de tous les collèges, qui venaient s'arracher nos élèves. Parce qu'à un moment donné, ces élèves-là, brillants, venant d'un quartier populaire, étaient vraiment des enfants brillants qui avaient leur place là. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui m'a fait mal au cœur, ça a été quand dans une réunion, je me souviens, Monseigneur Parent était là, Monsieur Gérin-Lajoie était là, et quand j'ai vu arriver cette polyvalence, j'ai dit ceci à M. Gérin-Lajoie. J'ai dit à M. Gérin-Lajoie, si on fait un cercle 2000 autour de votre résidence d'Outremont, je suis persuadé que dans 25 ans, aucun des collèges de votre environnement sera disparu. Puis vous savez, Mathieu, que Brébeuf, Stanislas, les Marcellines, etc., tous ces collèges-là sont encore là. Ça existe encore. Mais dans Maisonneuve, dans Schlager-Maisonneuve, il n'y a plus de section classique. Donc, on fait ces espèces de révolutions, et à ce moment-là, les gens qui font ces changements-là, ils échappent d'habitude parce qu'ils se donnent les moyens d'y échapper. Donc, je pense que démocratiser, c'est vraiment non seulement mettre des choses à disposition des gens, mais leur faire connaître des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous avez déjà évoqué une fois, était-ce dans votre livre ou dans une conférence, un événement à Louis Riel où vous fondez l'école, et là des parents disent ce qu'on veut pour l'essentiel, c'est donnez-nous ce qu'ils ont au collège jésuitiste. Autrement dit, les jésuitistes qui ont une école de réputation, une école de bonne qualité, et les parents de mémoire, vous me corrigerez, disent donnez-nous la possibilité d'avoir ce qu'ils ont aux jésuitistes, puis on va aller à votre école d'une manière ou de l'autre. Est-ce que ça ne témoigne pas à certains égards du fait que dans les milieux populaires, il y a un désir aussi d'avoir accès à cette culture classique, à cet humanisme pédagogique, à une certaine idée de la culture qui ne devrait pas être réservée aux enfants de la bourgeoisie. Oui, exactement, parce que les parents qui je fais une réunion de parents et dans une autre école, parce que l'école n'était pas tout à fait construite, et les parents me disent tout simplement ceci: Monsieur Robichaud, inutile de faire des réunions, de multiplier les réunions. Et comme vous venez de dire, Mathieu, donnez-nous ce que les jésuitistes nous donnent. Donc les parents savent ce qu'ils veulent. Donnez-nous ce que les jésuitistes nous donnent, puis on ne paiera pas 2000 $ pour y aller. Ce qui détruit complètement tout ce qui circule actuellement sur le snobisme, le fait que les gens vont là par snobisme, etc. Les gens vont là parce qu'ils désirent une chose et qu'ils l'obtiennent pas ailleurs. C'est ma conviction profonde, et on l'a monté à Louis Riel. Quand j'ai quitté Louis Riel, on avait une liste d'attente de 500 élèves. Et à ce moment-là, à Louis Riel, c'était, on a badiné avec la question de la polyvalente. Là. Bon, c'était Louis Riel, en fait, dans le mode d'organisation scolaire, c'était une école polyvalente, parce qu'il y avait chez nous les métiers. Imaginez-vous, il y avait dans l'école, il y avait la menuiserie, il y avait l'électricité, la plomberie, la cuisine, tous ces ateliers-là étaient dans l'école. Donc, c'était vraiment une école polyvalente. Une petite parenthèse peut-être, je pense qu'il faut le dire ici. Ce qui est arrivé au fond, c'est que quand on a décidé d'implanter cette école-là dans le quartier où on était, j'ai réuni les curés des paroisses autour. C'est ordinairement les gens qui connaissaient le mieux à l'époque ce qui se passait. Et les curés m'ont dit: Monsieur Robichaud, si vous ouvrez une école polyvalente, les parents n'iront pas. Parce qu'il faut dire que dans les années 72-73, l'école polyvalente, ça faisait peur aux parents. Et c'est à ce moment-là que j'ai convaincu mon directeur général d'accepter, d'enlever
qui était déjà inscrit dans le béton d'ailleurs, d'enlever le mot polyvalent, lui disant justement que la polyvalence, le mot polyvalent, c'est pas un niveau scolaire. Il existe le niveau primaire, le niveau secondaire, le niveau cégep et universitaire. Donc, déjà, quand j'ai rencontré les parents et que je leur ai dit que ce serait l'école secondaire Louriel, ils m'ont dit « Merci, M. Bichot, de nous avoir fait échapper à la polyvalence. » Ils n'y avaient pas échappé parce que l'école était un polyvalent. Mais dans l'esprit des gens, comme disait Robert Bourassa, la perception, c'est souvent ça la réalité. Donc, à ce moment-là, tout ça a été réglé de cette façon-là. Et deuxièmement, j'ai donné aux parents ce qu'ils disaient. Alors, mais il faut comprendre qu'à l'école Louriel, la seule façon de s'inscrire à l'école, c'était l'adresse civique. À l'adresse près. Donc, il n'y avait aucun choix d'élèves à l'intérieur de ça. C'est pour ça que toute la question qu'on soulève actuellement sur les choix, les examens d'entrée dans les écoles, on y reviendra tantôt d'ailleurs, c'est faux à 95%, tout ça. Mais il reste que, au fond, l'essentiel n'est pas là. Le problème de l'école, c'est tout autre chose. C'est la question de la classe, la différence entre ce que c'est que de vivre la complexité sociale ne peut pas se vivre dans une classe. Ça, c'est clair. Il nous reste 2 minutes avant la pause. Petite question toute simple, presque philosophique, donc je vous la lance comme ça et vous aurez trop peu de temps pour y répondre. Hannah Arendt nous dit dans un très beau texte, La crise de l'éducation, où elle nous dit que l'école doit être conservatrice pour conserver le potentiel révolutionnaire de la société, dit-elle. Autrement dit, pour qu'on conserve une possibilité de faire du neuf dans la société, l'école, quant à elle, doit être par définition connectée au passé, connectée aux œuvres, connectée aux grandes œuvres de la culture d'une manière ou de l'autre. Ce qui est en contraste complet avec ceux qui veulent qu'aujourd'hui l'école suive toujours les rythmes de la société, suive le rythme des technologies, suive le rythme des innovations sociales, et ainsi de suite. Pour vous, est-ce que l'école devait véritablement, pour Louriel, mais plus largement, est-ce que l'école devait être connectée, entre guillemets, aux tendances les plus fortes du contemporain, ou est-ce qu'elle devait garder une certaine réserve devant l'enthousiasme de l'époque? Je pense que l'école doit toujours conserver une réserve de l'enthousiasme de l'époque, parce que tout ça a quand même pas fait ses preuves, là. Bon. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de transmettre aux enfants cette culture essentielle, qu'on sait essentielle. De quel droit est-ce que moi je prive les enfants d'une nourriture, si vous voulez, qui m'a nourri? Hannah Arendt a parfaitement raison de faire la mise en garde qu'elle fait. Je lisais justement en fin de semaine l'histoire d'une école dans un quartier noir complètement défavorisés, qui obtiennent des résultats extraordinaires d'inscription universitaire, etc. Et on demande au directeur de l'école, mais ça n'a aucun sens. Vous enseignez le latin à des enfants de milieux défavorisés. Pourquoi est-ce que vous leur enseignez le latin? Et sa réponse, elle est suave, Mathieu. Il répond parce que c'est difficile. Et je veux prouver à ces enfants, dont on dit qu'ils s'en sortiront jamais, qu'ils sont capables de faire des choses difficiles. Alors, un dernier mot sur cette idée avant d'aller à la pause. Est-ce que c'est pas le contraire complètement de cette pédagogie par le jeu qui est aujourd'hui à la mode dans l'école? On dit qu'on doit justement abolir la difficulté pour favoriser l'apprentissage? C'est clair. C'est un échec à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'admire ce directeur d'école qui dit qu'il faut prouver aux enfants qu'ils peuvent faire des affaires difficiles. Alors, nous allons aller à la pause pour un instant et nous revenons après à la vie des idées pour la deuxième partie de cet entretien avec Émile Robichaud. Vous êtes à l'antenne de Radio VM. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour cet entretien avec Émile Robichaud pour son livre Succursale ou institution, redonner naissance à nos écoles. Émile Robichaud, grande figure de l'histoire de l'éducation au Québec du dernier demi-siècle en fait, et qui a su résister, c'est le sens, on en parlait dans la première partie avec l'école Louriel, aux tendances on pourrait dire à la déstructuration de l'éducation qui ont dominé au Québec ces dernières décennies et qui, à travers l'école qu'il dirigeait, a su incarner une résistance, une autre conception de l'éducation. Et je me permets de dire qu'il est très facile, tout le moins il est très facile, il est plus facile de critiquer l'esprit dominant, l'esprit qui domine une époque, que d'incarner une résistance pratiquement à travers une institution, un poste de responsabilité. Il est facile d'écrire un livre contre l'esprit d'une époque. Il est plus difficile à la tête d'une organisation, à la tête d'une institution de savoir y résister. Et c'est ce qu'a fait M. Robichaud à travers l'école Louis-Riel. Alors, M. Robichaud, dans votre livre Succursale ou institution, qui vient de paraître il y a quelques semaines chez Mediapol,
vous parlez dans l'école québécoise de quelques problèmes qui empêchent finalement qui empêchent l'école de redevenir ce qu'elle devrait être. Vous parlez notamment de l'enfermement idéologique, c'est-à-dire notre école qui serait victime d'enfermement idéologique, qui aurait des œillères doctrinales et même des réflexes doctrinaires dans son rapport à qu'est-ce que l'éducation, qu'est-ce que la pédagogie, qu'est-ce que l'enfermement idéologique dont vous nous parlez dans le livre? Cet enfermement idéologique, je l'ai résumé dans une conférence que j'ai faite dernièrement, là, en disant qu'il y avait deux mythes qui minent l'école québécoise, c'est-à-dire le mythe de la lutte des classes et le mythe du constructivisme radical. Pour ce qui est de l'aspect idéologique, cette question du mythe de la lutte des classes, c'est un aspect extrêmement important. C'est qu'on a utilisé un langage idéologique pour décrire des réalités pédagogiques. Par exemple, la question des manchettes de journaux qu'on a vu apparaître dernièrement sur la ségrégation scolaire, la lutte des classes. Bon, voyez-vous, la lutte des classes, je viens justement, la lutte des classes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On a confondu deux choses, à mon avis, fondamentales. D'abord, c'est évident que tous les enfants doivent être à l'école. C'est évident que les enfants doivent recevoir une formation qui correspond à leurs besoins, mais pas tous dans la même classe. L'erreur idéologique fondamentale qu'on a fait, c'est que c'est une idée qui vous est chère, monsieur, c'est cette folie du vivre ensemble est rendue même à vouloir être le mot d'ordre de l'organisation scolaire. Donc, il faut que tous les enfants soient dans la même classe, ce qui est tout à fait insensé. Ce qui doit refléter l'ensemble de la société, le microcosme, c'est-à-dire, c'est bien sûr que l'école, c'est une société en miniature, si vous voulez. Mais justement, cette société en miniature-là ne peut pas se concrétiser, se vivre dans chacune des classes. C'est impossible. Ouais, alors, vous faites référence en partie, je pense, au phénomène de ce qu'on appelle l'inclusion pédagogique à tout prix. Combien de professeurs ou d'enseignants nous rapportent souvent en privé, discrètement, qu'ils ont de la difficulté à enseigner aujourd'hui parce que dans leur classe, il y a suffisamment de cas problèmes d'élèves qui ont soit des difficultés d'apprentissage ou de comportement, mais on les a intégrés au nom de l'inclusion dans une classe ordinaire, que finalement, ça rend l'enseignement, sinon impossible, à tout le moins très difficile et bien plus épuisant que ça ne devrait l'être. C'est ça, l'enfermement idéologique. L'enfermement idéologique, ça consiste à dire que chacune des classes doit refléter l'ensemble de la société. Alors, c'est absolument faux. La classe est un lieu d'apprentissage. Historiquement, ce qu'on sait très bien, c'est que quand on a fondé ce que j'appellerais l'enseignement, ce qui s'appelle l'enseignement collectif, c'est qu'on s'est dit qu'autrefois les parents riches avaient les moyens de payer des précepteurs aux enfants, et Jean-Baptiste de la Salle, entre autres, dit jamais les enfants de pauvres vont s'instruire. Donc, on va créer l'enseignement collectif, c'est-à-dire un professeur qui enseigne à plusieurs élèves. Mais pour que ça fonctionne, il faut que les enfants qui sont devant le professeur aient à peu près le même rythme d'apprentissage pour que ça fonctionne. L'école, l'ensemble de l'école doit refléter la société, mais pas chacune des classes, parce que c'est impossible à ce moment-là. Justement, je voyais dans un article de journal dernièrement le parent qui répondait à un article de journal qui disait qu'il fallait que les meilleurs entraînent les autres. Là. Mais c'est pas le rôle des enfants. C'est pas le rôle des enfants. Oui, cette idée qu'on dit qu'il faut que les meilleurs soient dans les classes, comme ça va tirer vers le haut les plus faibles. C'est absolument faux. Parce qu'on sait actuellement que souvent, ceux qui décrochent, c'est souvent les meilleurs élèves qui sont ennuyés à mourir. Bon. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre et qui est fondamental, c'est l'ensemble de l'école qui doit refléter l'ensemble de la société. Il n'y a pas chacune des classes. Je donne un exemple très simple. Il y avait à l'école ouvrière des classes d'élèves forts, il y avait des classes d'élèves moyens, puis il y avait des classes d'élèves plus faibles. Donc, ça, c'était des rythmes d'apprentissage. Ça veut dire que dans la classe d'élèves forts, moyens et faibles, on va, par exemple, étudier des auteurs classiques. On va étudier des textes de Victor Hugo, mais selon la capacité d'apprentissage des élèves. Donc, à l'intérieur de la classe, quand l'acte pédagogique comme tel d'apprentissage se fait, les enfants sont par rythme d'apprentissage. Quand la porte de la classe, s'ouvre, les enfants se retrouvent à l'intérieur de l'école, le microcosme, il est là. Les enfants forts, moyens et faibles se retrouvent tous ensemble à la cafétéria, dans les activités de l'école, dans l'activité théâtre, les élèves du secteur technique, tout le monde se retrouve ensemble, comme dans une société. Mais est-ce que votre distinction entre élèves forts, moyens et faibles ne vient pas heurter de plein
plein fouet et de manière frontale, violente, presque, l'égalitarisme dominant qui veut que tous les enfants aient potentiellement la même capacité d'apprentissage. Tous les enfants, finalement, sont interchangeables pour peu qu'on les mette dans un milieu social équivalent, disons-le comme ça, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de différence de talent, il n'y a pas de différence de personnalité, il n'y a pas de différence de tempérament. Tous les enfants sont interchangeables et il suffit de créer la bonne institution pour que finalement tous prennent le même rythme d'apprentissage. Est-ce que d'une certaine manière, votre conception de l'école entre pas en contradiction avec cet égalitarisme aujourd'hui dominant? Ben, c'est ça l'idéologie. C'est qu'on part du principe qu'on va nier le réel. On nie les capacités d'apprentissage. À partir de ce moment-là, si on dit que tous les enfants ont exactement la même capacité d'apprentissage, ben on nie le réel. Alors, on tombe à ce moment-là dans l'utopie totale. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, cet entêtement dans l'utopie fait qu'en sorte qu'il s'est bâti 2 systèmes d'éducation au Québec. Il y a un système d'éducation, celui qu'on pense avoir bâti, le système officiel, et à côté de ça, il y a un tout autre système qu'on dénonce actuellement. Je pense aux écoles privées, je pense aux écoles à projet particulier, entre autres choses. Et à ce moment-là, ben on se dit idéologiquement, on peut pas accepter ça. Oui, mais c'est un moyen de défense, là. Hein? Si les gens sont rendus ailleurs, c'est parce que les parents acceptent pas qu'on nie l'évidence. Alors, il y a d'ailleurs dans ce débat que vous évoquez sur la question de ces dernières semaines, c'était très présent, de l'école privée, des écoles à vocation particulière. On nous dit, les parents vont vers le privé, ben il faut conséquemment casser le privé ou rendre l'accès au privé infiniment plus difficile en coupant toute forme de financement public d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans comme une volonté de punir ceux qui vont sur les canaux de sauvetage? C'est-à-dire, vous allez vers le privé, on va pas chercher à comprendre pourquoi vous allez vers le privé, sinon qu'on va vous prêter des sentiments d'égoïsme et de repli de classe sociale. Voilà. Et on va chercher à casser le privé pour qu'il ne soit plus possible. Est-ce qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, une forme d'autoritarisme qui ne dit pas son nom? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Quand vous parlez, Mathieu, de repli de classe sociale, c'est exactement. On accuse ces gens-là de repli de classe sociale. Alors, ce qu'ils essaient de faire, au fond, c'est de sauver leurs enfants. On ne peut pas empêcher les gens de vouloir donner à leurs enfants le genre d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Ça c'est clair. Donc, quand on parle quand je parlais tantôt de lutte des classes, c'est ce que je veux dire. Ce qui est aberrant dans ce qui nous arrive, c'est que voici, l'école publique voit sa clientèle s'en aller. À Montréal, c'est 41% des enfants à peu près qui sont rendus du côté du privé. Vous voyez cette clientèle-là qui s'en va. Et vous vous entêtez à dire que s'ils s'en vont là-bas, c'est parce qu'ils se trompent. Tout ce monde-là se trompe. Tous ces gens-là se font avoir, au lieu de se demander pourquoi ces gens-là s'en vont. Alors, c'est ça la question fondamentale. Je pense qu'on l'a montré à Louis Riel et dans beaucoup d'autres écoles. Je vous donne un exemple. L'école Joseph-François Perrault, par exemple, qui se consacre à l'enseignement de la musique. C'est une école remarquable qui fait un très, très beau travail. Alors, est-ce qu'on va accuser l'école, qui est une école publique, est-ce qu'on va accuser l'école Joseph-François Perrault d'être élitique? Est-ce que c'est d'être élitique que de donner aux enfants ce dont ils ont besoin? Elle est là, la question. Alors, si on s'entête au public à refuser de créer un milieu qui fait que les enfants vont pouvoir s'épanouir, et je répète ce que je disais tantôt, si l'ensemble de l'école répond aux besoins des enfants et que l'apprentissage répond aux besoins des enfants de façon systématique dans des classes qui respectent le rythme d'apprentissage des enfants, les parents ne paieront pas des sommes d'argent considérables pour s'en aller ailleurs. Deuxièmement, la fameuse question des collèges privés, là. J'ai toujours eu l'impression, qu'on avait l'impression que c'était des espèces d'écoles venant de la planète du système extraterrestre, là. C'est quand même les institutions privées étaient des institutions que le Québec s'est donné, c'est des institutions de chez nous. Et encore là, on dit ça se fait pas dans les autres problèmes. C'est absolument faux. Le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique subventionnent les écoles privées. En Ontario, il y a des écoles séparées. Encore là, c'est cocasse. Il y a des écoles séparées en Ontario, subventionnées à 100% par le gouvernement ontarien. Les écoles dites
séparés catholiques qui sont devenus des espèces d'endroits où les gens vont parce qu'ils recherchent à peu près l'équivalent de ce que les gens recherchent ici. Donc, heureusement, d'ailleurs, c'est rassurant sur la nature humaine. Les êtres humains trouvent toujours moyen de corriger les bêtises des systèmes. Là où c'est bête, c'est quand on s'acharne à faire croire aux gens que cette correction de la bêtise humaine, c'est antisocial. Alors, vous avez évoqué dans la question du privé le fait que les parents cherchent finalement à sauver leur enfant d'une manière ou de l'autre, c'est le canot de sauvetage disponible. Il y a une autre dimension qui me semble assez importante. Quand on parle moins du privé que du public d'ailleurs, c'est des écoles avec des vocations différentes. C'est-à-dire, vous avez parlé d'une école de musique, des écoles plus sportives, il y a différents types de projets pédagogiques. Est-ce que derrière cette diversité des types pédagogiques, il n'y a pas une reconnaissance implicite mais bien réelle de la diversité des vocations et des talents? C'est-à-dire que l'être humain n'est pas fait dans un seul moule, que certains une vocation pour la littérature, d'autres une vocation pour la menuiserie, d'autres une vocation pour la musique, d'autres une vocation pour le théâtre et les arts, d'autres une vocation sportive. Est-ce que discrètement, sans l'avouer, il n'y a pas une reconnaissance ici de ce qu'on nie officiellement, c'est-à-dire le fait que les enfants, les adolescents ne sont pas tous interchangeables, il y a une diversité irréductible du réel et la vocation du système d'éducation est aussi de prendre en charge cette diversité des tempéraments. Cette question de la diversité dont vous parlez, c'est un fait. C'est un constat, c'est une réalité. Alors, l'erreur idéologique, c'est de décider que ça n'existe pas. Alors, à un moment donné, vous décidez idéologiquement qu'il n'y en a pas de différence. Alors, tous les êtres humains sont vraiment naissent égaux, et à ce moment-là, on tombe dans l'utopie, parce qu'en fait, on est en plein dans l'utopie de Jean-Jacques Rousseau, là. C'est clair. Donc, cette utopie rousseauiste qui dit que tous les enfants naissent égaux, pareil, etc., là. Donc, si vous niez, moi c'est ce que j'ai trouvé fondamental dans les luttes que j'ai livrées, c'est incroyable. Il y a une négation du réel. Il faut l'avoir vécu dans une école. Il y a beaucoup trop de gens qui parlent de tout ça en théorie. Mais en pratique, là, je regarde, par exemple, un petit collège. Moi, j'ai été président du conseil, pas président, membre du conseil d'administration d'une petite école privée remarquable à Rivière-du-Loup, qui s'appelle le collège Notre-Dame. J'étais à Rivière-du-Loup. Cette école-là organise son école en fonction comme la plupart des collèges privés, en fonction des clientèles qui se présentent. Il n'est pas question de faire des examens d'entrée. Je vous dirais que dans 75% des écoles du Québec, écoles privées, il n'y en a pas d'examen d'entrée. Ce qu'on fait, c'est des examens de classement au début de l'année. Alors, ce petit collège de Rivière-du-Loup, imaginez-vous, au résultat officiel du ministère, d'après la dernière classification, le même résultat que Regina Assunta à Montréal. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que quand une école répond aux besoins des enfants de façon intelligente, ça fonctionne. Mais encore là, faut-il reconnaître qu'il existe une diversité. Ça n'a aucun sens. Je me souviens d'une prise de bec que j'ai eue avec Camille Bouchard un jour dans une réunion. Et M. Bouchard me disait, mais c'est incroyable, M. Bouchard, j'accepte pas cette sélection que vous faites. Mais je dis, M. Bouchard, ça n'a aucun sens. Le principe de base de tout ça, Mathieu, c'est complètement irréel. Ça consiste à dire ceci. Moi, je m'amène à l'hôpital avec mon enfant qui souffre d'une grave pneumonie. Et le médecin me dit, écoutez, M. Rubichaud, là, on va régler votre problème. On va coucher votre enfant, 2 enfants normaux, puis dans 2 jours, il va être guéri. Bon. Alors ça, c'est aberrant. Mais c'est ce qu'on fait dans le système scolaire. On se dit, on va tout mettre ces enfants-là ensemble, puis ils vont se guérir les uns les autres. Mais c'est un refus total de l'intelligence. C'est un refus total des enfants. Il n'y a aucun respect des enfants là-dedans. Aucun respect. Surtout pas un respect des enfants qui auraient besoin d'aide. Mais quand j'ai commencé à enseigner, il y avait une classe où il y avait un professeur remarquable qui s'occupait des enfants qui étaient en difficulté. De façon un peu simpliste, j'en suis bien conscient, mais prenez ces 15 enfants-là qui fonctionnaient bien dans cette classe-là. Mettez-en un par classe dans 15 classes. Puis là, voici, vous avez 15 classes qui se mettent à mal fonctionner. Donc, le système va dire, on va trouver des spécialistes. On n'aura jamais les moyens de mettre un spécialiste par classe. Ça c'est insensé. Donc, c'est ça le problème idéologique. La base de tout ça, c'est cette idée que vous avez évoquée tantôt sur le fait que les enfants naissent égaux, ce qui est faux.
Mais alors, il y a... Les enfants ne naissent pas égaux. Non, mais bien évidemment, l'égale dignité des êtres humains ne veut pas dire une équivalence des talents et des tempéraments. Exactement. C'est toute la contradiction entre l'égale dignité que personne n'irait contester, l'égalité en droit que tous célèbrent, et cette idée que nous aurions tous les mêmes talents, tous la même vocation, tous la même personnalité. J'aimerais vous ramener sur une question pratique qui est essentielle, me semble-t-il. Le titre de votre livre est clair, succursale ou institution. Et on comprend que pour vous, l'école doit redevenir une institution. Redevenir une institution, ça implique aujourd'hui, selon plusieurs, et je crois que c'est votre cas aussi, une certaine autonomie des institutions. C'est-à-dire la possibilité pour elles de définir leur propre projet pédagogique. C'est la possibilité aussi de se délivrer peut-être du centralisme pédagogique du ministère de l'Éducation qui quelquefois fonctionne avec une espèce de quadrillage idéologique justement du réel. Est-ce que l'autonomie des institutions scolaires, donc autrement dit, une plus grande autonomie pédagogique, une plus grande autonomie dans leur manière de définir leur programme. Est-ce que c'est une des solutions, un élément de la solution à la question de l'éducation au Québec? Le système privé là, qu'on attaque est un système, dans le fond, qui est logique. Ça fonctionne de la façon suivante. Les collèges privés reçoivent des subventions du ministère de l'Éducation. On pourrait y revenir tantôt. Cette question des subventions, parce que c'est un bon, comme disent les gens du commerce, c'est un très bon deal pour l'État que cette histoire-là. Faut se rendre compte qu'un élève au privé coûte 42% du coût d'un élève qui en coûte 100% au public. Si tous les élèves du privé étaient rapatriés au public, l'État n'aurait pas les moyens. Économique. Je veux dire, à ce moment-là, je comprends pas les gens qui disent qu'il faut rapatrier les élèves du privé au public. L'élève, il coûte 42% actuellement. Si vous la rapatriez au public, il va coûter 100%. Donc, à ce moment-là, vous allez couper des services quelque part. Vous n'allez pas en ajouter. Bon. Mais à ce moment-là, si je reviens à la façon dont fonctionne le système privé, le directeur de l'institution reçoit de l'argent de Québec. Il existe l'équivalent d'une commission scolaire, ça s'appelle la Fédération des établissements d'enseignement privé, la FEP. Alors, les directeurs généraux des collèges se réunissent, élisent un conseil d'administration formé de directeurs généraux d'établissements qui restent en poste, bien sûr, et ce conseil-là, c'est lui qui définit les politiques de l'équivalent de leur commission scolaire. Donc, cette autonomie-là est fondamentale. Alors, imaginez l'argent qu'on pourrait épargner si on fonctionnait de cette façon-là au public. Évidemment, on peut pas faire un changement radical, du jour au lendemain comme ça. C'est pour ça que dans mon bouquin, j'explique bien qu'il faut y aller prudemment. Il y aurait des écoles, il y a beaucoup de façons de concevoir les choses. On pourrait concevoir différents types d'écoles. Et le problème qu'on a dans notre système, c'est qu'on veut toujours avoir un modèle uniforme. On pourrait, par exemple, concevoir l'idée suivante. Il existerait des écoles aussi autonomes que les collèges privés le sont. Il pourrait y avoir des regroupements d'écoles, par exemple une grande école polyvalente qui fait avec un regroupement d'écoles primaires autour, qui ferait en sorte que il y a dans les grandes écoles polyvalentes un agent d'administration, un technicien qui pourrait s'occuper de rendre service aux plus petites écoles autour. Bref, essayer le plus possible d'aller vers l'autonomie. Mais on est dans une espèce de cercle vicieux. Est-ce que le système a intérêt à mettre en place des gens qui vont être très autonomes, donc qui vont venir à l'encontre de ce que le système attend? Alors, il est là le problème. Il faut commencer quelque part. Il faudra avoir le courage de dire, il faut pas rater notre coup, là. Bon. Il faut vraiment faire... Puis deuxièmement, l'autre problème du système public. Le système public accepte pas qu'il y ait des écoles meilleures les unes que les autres. Il faudrait que quand une école fonctionne bien, à ce moment-là, on se dise, cette école-là qui fonctionne bien, on va faire en sorte que on mette là le meilleur personnel, la meilleure direction, etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, Mathieu. On parle de projet éducatif. Imaginez-vous demain matin. Je voyais dans la revue Argument, il y a un article passionnant ce mois-ci, une discussion entre Guy Durand et Daniel Weinstock. Bon, Daniel Weinstock dit il faut rapatrier le privé au public. Imaginez-vous demain matin, avec le système qu'on a au public, qui fait en sorte, par exemple, que les plus jeunes enseignants qui viennent de commencer le métier sont placés à cause d'ancienneté, dans les écoles les plus difficiles, avec les élèves les plus difficiles. Alors, demain matin, si l'école privée est rapatriée au public, dès demain matin, à ce moment-là, il y a un paquet du personnel, il y a beaucoup de personnel qui va sauter. Alors, on va défaire le problème du secteur public, c'est qu'il est incapable
capable d'assurer la continuité d'un projet pédagogique. Parce que voilà, les enseignants sont nommés dans les écoles par ordre d'ancienneté. C'est méchant, je veux dire, mais c'est un encan. Faut pas se faire d'illusions. On cherche pas le professeur qui répond aux besoins. On cherche celui qui a l'ancienneté voulue pour aller dans l'école en question. Alors, si on veut assurer la permanence d'un projet éducatif, il faudra au moins s'assurer que le professeur qui entre dans l'école accepte le projet éducatif. Autrement, ça recommence tout le temps. Alors, je m'en voudrais beaucoup de ne pas vous questionner un peu. On l'a fait de manière, non pas discrètement, mais un peu dans les marges depuis une heure, mais de vous questionner directement sur la question que vous avez évoquée vous-même tantôt du socioconstructivisme. Alors, le socioconstructivisme qui était la philosophie dominante, de la théorie pédagogique dominante pendant un bon moment au Québec et qui peut-être, d'une certaine manière, sans qu'on s'en rende compte, pèse encore dans notre conception de la connaissance, on pourrait dire quel était le problème fondamental du socioconstructivisme dont on a parlé? Comment le définiriez-vous et pourquoi faisait-il problème du point de vue de l'enseignement, du point de vue de la connaissance, du point de vue de la culture? C'est que on vient toujours à la même question. Les êtres humains ne naissent pas dans des milieux qui sont des milieux tout à fait favorables et des milieux d'égale qualité pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas demander à des enfants qui viennent de milieux qui sont moins riches culturellement d'avoir, on se rend bien compte qu'ils n'ont quand même pas les mêmes ressources que les autres. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas en arriver à croire que les enfants qui n'ont pas le même héritage vont pouvoir en arriver au même point que ceux qui viennent des milieux plus riches. Donc, à ce moment-là, il faut tenir compte au point de départ du fait que les êtres humains ne naissent pas égaux et que c'est le rôle de la société d'en arriver à corriger cette inégalité. Et c'est le rôle de l'école, pour une bonne partie, d'en arriver à faire ça. Deuxièmement, il y a la question de l'héritage dont on a commencé à parler. Un héritage qu'on a. Chacun, on ne peut pas demander à chaque être humain de rebâtir le monde. Il y a une espèce de volonté de pureté à l'intérieur de ça qui est une négation du réel. Si la société ne compense pas les inégalités sociales, ben on va continuer à s'enfoncer de plus en plus. Donc le socioconstructivisme qui voudrait qu'on refasse le monde. Chaque individu construit sa culture et son monde et apprend comme si c'était un monde intérieur qu'il se bâtissait chaque fois. Exactement, complètement déraciné. Là, hein? On dit chacun une espèce de volonté de pureté à l'intérieur de ça, qui est un refus du réel. Hein. Ça consiste, par exemple, à stériliser le sol sous prétexte qu'on recommence à zéro, mais ça n'a aucun sens. On le sait maintenant. On le sait, les dégâts qu'on fait, les engrais chimiques qui ont tué le sol. Hein. On dit qu'à certains moments, il n'y en a plus de ça. Le sol n'existe plus. Le sol est tout simplement devenu un lieu qui supporte la plante, mais qui ne les nourrit plus. Tout ce retour qu'on voit actuellement, ces images sont très belles. Les images qu'on voit à la télévision de ces sols très riches qui font en sorte que les plantes poussent parce que le sol est vivant, c'est la même chose. C'est pour ça que je reviens toujours à mon écologie pédagogique. Là. L'école doit fournir à l'enfant un milieu d'enracinement. L'école doit mettre l'enfant en contact avec des matières nourricières, avec une pédagogie nourricière. Mais est-ce que, imaginons qu'on décide de réformer l'école québécoise à la lumière de la philosophie d'Émile Robichaud, est-ce une des choses qu'on doit se dire, c'est que cette tâche prendrait beaucoup de temps parce que, par exemple, la formation des maîtres aujourd'hui est une formation qui n'est pas centrée justement sur la transmission de la culture, du savoir, des humanités, que la formation des maîtres elle-même est quelquefois assez mécanique. La formation d'elle-même des maîtres est souvent assez technique, gestionnaire, elle manque de substance d'une certaine manière. Est-ce que réformer l'école québécoise, ça passe pas aussi et peut-être même d'abord par la réforme de la formation des maîtres d'une manière ou de l'autre? Mathieu, vous touchez là l'idée essentielle. Vous touchez là l'essentiel. C'est une espèce de cercle vicieux, ça. Si on veut que l'école se transforme, il faut aller chercher des gens qui vont la transformer. Et ces gens-là qui vont la transformer sont des gens exigeants. Donc, à ce moment-là,
la formation, la façon de mettre s'est transformée dans les années 94, au moment où on a décidé que les étudiants qui arrivaient des facultés avec des maîtrises, des doctorats dans différentes matières, on a décidé qu'ils devaient tout recommencer et faire 4 années de pédagogie. Dans le fond, ce qu'on refuse d'accepter, c'est que l'étudiant qui a une maîtrise en histoire, quand tu as fait une année de pédagogie, là, ça fonctionne. On n'a pas besoin d'en faire un peu plus. Mais quand on refuse la question dans le fond, dans les écoles, c'est épouvantable, c'est que on a remplacé les disciplines, matière, géographie, on a remplacé ça par la discipline qui est devenue obsessionnelle. Donc, à ce moment-là, il n'y en a que pour la discipline, pour cette expression horrible qui s'appelle gestion de classe. Bon, c'est clair. Et on est dans un cercle vicieux. Si on veut attirer dans l'école des maîtres de qualité, il faut que l'école soit un milieu intéressant. Il faut que l'école soit un milieu où on ait envie de travailler. Alors, les gens intéressants, les vrais éducateurs, c'est des gens pour qui la vie culturelle est une chose importante. Et à ce moment-là, si l'école ne leur offre pas ça, et si le seul, unique problème de l'école, c'est devenu non pas les disciplines académiques, mais la discipline, et c'est devenu la discipline, parce qu'on demande au professeur de faire des choses impossibles. On demande au professeur de gérer des classes ingérables. On demande au professeur de gérer, d'être des spécialistes de l'adaptation, des spécialistes de l'apprentissage, c'est une chose impossible. Alors les gens qui voient ça, qui sont réalistes, sont pas intéressés à venir dans un milieu. Donc il faut essayer de briser ce cercle vicieux-là quelque part. Donc il faut redonner à l'école sa raison d'être. Le jour où ça va être praticable comme métier, le jour où dans une classe, on aura des élèves qui ont le même rythme d'apprentissage, et à ce moment-là où on pourra vraiment enseigner des choses aux enfants et non pas passer son temps à régler des problèmes émotifs, des problèmes de comportement, des problèmes disciplinaires. Si on ne fait pas ça, je ne sais pas où on s'en va, parce qu'on est déjà rendu actuellement à, imaginez Mathieu, après 5 ans d'études universitaires, 4 ans d'études universitaires, les étudiants entrent dans le système, et au bout de 5 ans, 50% de ceux qui sont sortis de nos universités ne sont plus dans le système. On perd 50%. Alors, un système qui perd 50% de ses effectifs dans les 5 premières années est un système qui ne fonctionne plus. Alors, Émile Robichaud, c'était un immense plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Nous connaissons, il y a quelques films consacrés aux grands pédagogues, l'opus de Monsieur Holland, La Société des poètes disparus, The Browning Version. Il y a aussi au Québec un film, L'école de Monsieur Lazare. Je crois qu'il faudrait faire un jour un film qui s'appellerait L'école de Monsieur Robichaud. Ce serait un immense plaisir à voir. Ce serait certainement un film qui aurait une portée qui révélerait des vocations de pédagogues et d'enseignants. Alors, M. Robichaud, merci infiniment d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. C'est un plaisir, Mathieu.